Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois la robotique. La robotique est-elle un progrès pour l'humanité? Les robots risquent-ils un jour de remplacer les êtres humains? Quels sont les enjeux éthiques liés à cette thématique? Afin d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce premier reportage. Qu'on le veuille ou non, les robots feront à l'avenir de plus en plus partie de notre quotidien. La recherche en robotique progresse rapidement, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe. Et la Belgique n'est clairement pas à la traîne dans le domaine. La VUB et l'UCL, par exemple, développent actuellement des robots à destination du secteur médical qui représentent un véritable espoir pour de nombreux patients. Aujourd'hui déjà, la robotique n'est plus réservée au domaine industriel ou militaire uniquement. Les robots font leur apparition dans nos maisons, le plus souvent sous forme de tondeuses ou d'aspirateurs. Mais les questions qui suscitent le plus d'enthousiasme ou de controverse concernent l'évolution de robots humanoïdes à destination du marché personnel et domestique. Robots d'entretien, robots jouets, mais aussi robots de compagnie ou même professeurs plus vrais que nature, les robots sont-ils en passe de devenir le nouveau meilleur ami de l'homme ? Marc Cognadi, Renaud Ronce, Manu Van Lier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors professeur Marc Cognadi, vous êtes professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain et vous venez de publier aux éditions Au bord de l'eau un livre intitulé « La tyrannie des modes de vie sur le paradoxe moral de notre temps ». Professeur Renaud Ronce, vous êtes chargé de cours également à l'Université catholique de Louvain et spécifiquement au Centre for Research in Energy and Mechatronics à l'Université catholique de Louvain. Manu Van Lier, quant à vous, vous êtes journaliste aux médias catholiques et vous avez préparé évidemment cette émission par les quelques reportages que nous allons pouvoir découvrir. Alors peut-être, pour bien comprendre la thématique de ce jour, comment est-ce que vous définiriez, vous, professeur Ronce, la robotique ? C'est une excellente question. Je dirais que la robotique, c'est à la fois une science, c'est-à-dire qu'elle vise à faire des progrès scientifiques, et une technologie qui s'intéresse à la fabrication et au contrôle de robots, c'est-à-dire finalement d'agents artificiels. Le robot, c'est juste un agent artificiel ou bien c'est un peu plus complexe que ça ? Moi, j'aime bien dire qu'un robot, c'est un ordinateur avec un corps. Donc, comme un ordinateur, ça peut se programmer, se reprogrammer. Et il y a des gens qui font des choses formidables avec des ordinateurs très complexes qui peuvent le faire aussi avec des robots. Mais il dispose d'un corps, ce qui lui donne la capacité de bouger, d'effectuer certains mouvements et donc d'interagir avec son environnement. Ce qui le rend donc du coup très différent d'un ordinateur. Alors, vous avez le sentiment que la robotique va changer nos vies, professeur Cognadi ? Certainement, il y a là un véritable défi. Si vous voulez, il faut un peu distinguer, c'est-à-dire que l'homme a toujours été un être technologique. Il y a par exemple les travaux de l'anthropologue André Leroy-Gourand qui a bien montré que, en fait, dès que l'homme a été bipède, il a simultanément utilisé des outils. Donc l'homme a été tout de suite un être technologique, c'est même ce qui le définit. Plus près de nous, une philosophe comme Hannah Arendt parle par exemple de la condition humaine qui est une condition technologique aussi. Donc il ne s'agit pas du tout de nier ou de dénoncer la technique en tant que telle. En revanche, effectivement, il y a des enjeux tout à fait nouveaux, d'une importance inconnue
à ce jour, parce que la technique, depuis déjà maintenant bien plus d'un siècle, n'est plus simplement un outil au service de l'homme, elle devient véritablement, d'une part, un mode de vie, c'est-à-dire que la technologie s'impose à nous dans tous les domaines de l'existence, et je dirais même façonne nos existences, et alors, ceci a non seulement des impacts sociaux, mais un impact anthropologique très très fort, parce qu'en réalité, ça change la condition humaine, effectivement, pour reprendre l'expression de Hannah Arendt. Nous sommes, par exemple, pour donner des exemples un peu anecdotiques, mais évidemment très révélateurs, nous sommes de plus en plus en situation de devoir obéir à des machines. Ça commence avec le bip de notre ceinture de sécurité qui nous ordonne de la boucler, jusqu'aux voix préenregistrées au téléphone, les écrans d'ordinateur, enfin nous connaissons tous ces exemples. Nous obéissons à des machines. Donc nous sommes de plus en plus en interaction avec des machines. Ceci a un impact anthropologique et si vous voulez... Par exemple, quel impact? C'est l'obéissance, c'est la perte d'autonomie, déjà le fait que nous soyons de plus en plus en interaction avec des machines, donc on n'a plus affaire à des humains, avec nos automates, distributeurs d'argent, les caisses maintenant automatiques dans les supermarchés, etc. Donc en fait, il y a une interaction qui devient de plus en plus, je dirais, fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on remplit simplement une fonction, mais on n'a plus un visage, on n'a plus un sourire, on n'a plus le feedback de l'autre, d'une part, et puis d'autre part, vous voyez, je pense que en fait, la technique n'est jamais neutre. Si je pense qu'il y a vraiment une thèse qui est vraiment non seulement fausse, mais malfaisante, c'est la thèse de la neutralité de la technique. La thèse de la neutralité de la technique nous dit la technique est éthiquement neutre, tout dépend de la manière dont on l'utilise. On peut l'utiliser bien ou on peut l'utiliser mal. Je pense que c'est une thèse entièrement fausse. La technique est déjà éthique, est déjà porteuse de certaines valeurs, par exemple, avec tous ces robots, ces automates qui se généralisent, on rend l'homme et la vie sociale de plus en plus fonctionnels, simplement. Ça, c'est un choix éthique, déjà. C'est-à-dire que, vraiment, il s'agit de remplir une fonction dans un certain rôle social pour un certain but social. Ça veut dire que l'homme est de plus en plus considéré comme, au fond, faisant partie intégrante d'une immense machinerie, du système technologique où, au fond, il doit juste répondre à des machines, presser sur le bon bouton pour que la fonction sociale soit remplie. Ça a un impact anthropologique clair, parce que ça détermine, au fond, un certain type de vie sociale. Renaud Ronce, justement, est-ce que vous tenez compte de ce paramètre-là, puisque vous créez des robots, donc est-ce que vous êtes en lien avec le professeur Hunyadi pour discuter de ces thématiques-là dans votre centre de recherche ? Oui, on en discute très régulièrement et d'ailleurs Marc et moi faisons partie maintenant d'un nouveau centre de recherche au sein de l'UCL qui s'appelle le Louvain Bionics, donc qui est un centre interdisciplinaire où on a mis ensemble des éthiciens, des concepteurs de technologie pour réfléchir à de la technologie qui ait un impact éthique qui va dans la direction de ce que nous souhaitons. Donc par exemple, une technologie que nous développons beaucoup, ce sont des robots médicaux, donc des robots qui ont pour vocation d'aider à un acte médical ou d'aider une personne souffrant d'une pathologie, par exemple une pathologie du mouvement. Je parlais tout à l'heure du mouvement qui est vraiment ce cœur qui différencie le robot de l'ordinateur. Et alors ce qui est vrai, ce qui est important pour nous, c'est de toujours mettre le patient au centre. Ça se retrouve jusque dans le logo de notre centre de recherche où nous avons voulu mettre vraiment le patient au centre de la technologie que nous développons. Vous avez le sentiment que vous participez à la construction d'une société où les êtres humains vont être de plus en plus en interaction avec les robots ? C'est possible, mais ce que nous faisons dans les projets auxquels nous attaquons, c'est surtout d'essayer de faire ça dans des niches très ciblées. Donc par exemple, pour tenter de résoudre un problème lié à un handicap. Une personne qui a subi une amputation, par exemple, on va concevoir pour elle une prothèse robotisée pour lui permettre de retrouver un certain niveau d'autonomie. Je ne travaille pas personnellement sur des projets qui visent à une interaction qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire où les robots et les personnes sont amenés à interagir d'un point de vue cognitif. Donc moi, je m'intéresse surtout à des applications liées au mouvement. Je te propose peut-être, Manu, de voir un deuxième reportage pour un peu comprendre cette situation. Oui, justement, nous nous sommes rendus dans les coulisses de Louvain Bionics pour découvrir les projets sur lesquels le professeur Renaud Ronce et son équipe travaillent, des projets qui sont étroitement liés entre médecine et robotique, et notamment de la rééducation. Et nous allons voir que ces projets peuvent vraiment apporter une aide précieuse pour le patient.
Le secteur médical fait de plus en plus appel à la robotique dans le traitement des patients. Dans les ateliers de Louvain Bionics, les ingénieurs travaillent à la conception de plusieurs robots à destination du monde médical, que ce soit pour des opérations ou pour l'assistance à la rééducation. Le département de mécatronique a développé un exosquelette qui permettra aux patients cérébrolésés de réapprendre à bouger le bras. C'est le même objectif pour le réappelant, un robot qui permet de stimuler certaines zones du cerveau en allant chercher un objet et en le déplaçant de manière virtuelle. Ici, la thérapie robotisée intervient en parallèle avec la thérapie conventionnelle. Donc le robot, vu qu'il ne se fatigue pas, il est... C'est pas comme un thérapeute où au bout de 5 ou 10 mouvements, par exemple si on doit aider un patient à marcher, il faut 2 voire 3, voire des fois 4 kinés pour pouvoir l'aider à marcher. Avec un robot, il suffit de l'installer le patient dans la machine et puis il peut travailler pendant 1 heure sans aucun problème. Et le robot, il ne va pas se fatiguer. Par contre, les thérapeutes, eux, ils vont se fatiguer et puis surtout, ça coûte très cher à la société. Depuis une chute à vélo, Douceline souffre de séquelles cérébrales et d'hémiplégie qui affectent notamment les mouvements de son bras gauche. Spontanément, il ne bouge pas, il sert de porte-manteau, donc je peux porter certaines choses, mais il n'évolue pas. Disons, je vais maintenant peut-être après 1 mois de prise en charge, donc à raison de 3 séances par semaine, j'arrive peut-être à bouger plus spontanément vers le haut, le bras, alors qu'avant il n'allait pas spontanément. Gérald a également participé à une étude clinique sur le réappelant. Il constate une meilleure mobilité grâce à ce robot. Il exerce exactement la même fonction que moi et il m'aide. Et c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, on voit la fluidité du geste. Quand il n'y a pas le robot, ça va dans tous les sens et avec le robot, c'est maîtrisé. Le dernier projet de Louvain Bionics concerne le développement d'une prothèse de cheville robotisée. Grâce à ce dispositif, une personne qui a perdu une jambe pourra à l'avenir marcher plus facilement et plus longtemps qu'avec une prothèse classique. Elle est très lourde comme elle est là, elle fait 3-4 fois le poids d'une prothèse normale, mais le moteur se substitue tout à fait à moi pour porter la prothèse. Donc le poids, je ne le sens pas. Donc je sais que le moteur fait du travail puisqu'il absorbe ce poids-là, mais sinon je ne m'en rends pas compte, c'est inconsciemment que ça se fait. Louvain Bionics mise sur la complémentarité de nombreux profils d'experts pour être à la pointe en bionique. Des ingénieurs, des informaticiens, des prothésistes ou des kinés dessinent ensemble l'avenir de la robotique médicale. Donc moi, c'est vraiment l'interaction avec l'humain qui m'intéressait. Donc c'était vraiment lier la technologie à l'humain, donc vraiment pour aider les personnes dans le besoin à vraiment se sentir mieux et à retrouver un mode de vie normal. Donc pour vraiment remplacer leurs membres manquants ou leurs organes manquants, c'est ça qui m'intéressait vraiment dans ce projet-ci. Avant de voir cette prothèse robotisée arriver sur le marché, plusieurs années de travail seront encore nécessaires pour miniaturiser encore plus l'électronique, augmenter l'autonomie des batteries et diminuer le poids de la prothèse. Le robot, finalement, est-ce qu'il est vraiment autonome ou bien il est au service d'un opérateur-utilisateur dans la littérature? Quelles sont les différences? Donc les robots que vous avez vus dans le reportage juste maintenant, ce ne sont pas des robots autonomes, justement, ce sont des outils que nous avons conçus pour un humain. Donc soit un thérapeute, vous avez vu ces robots de rééducation qui aident les personnes qui ont des problèmes de mobilité du membre supérieur à retrouver un mouvement fluide. C'est toujours le thérapeute, c'est toujours le kiné qui est derrière la machine et il en est donc l'opérateur. Dans le deuxième cas, donc le robot plutôt de la prothèse qui vient remplacer une jambe manquante chez une personne amputée, là, la personne est un utilisateur du robot, c'est-à-dire qu'il s'en sert comme étant une partie, une prolongation de son corps, je vais dire. Mais de nouveau, ce n'est pas le robot, ce n'est pas la prothèse qui prend la décision de se mettre à marcher, de se mettre à courir ou de monter les escaliers. On a tâché d'identifier cette intention motrice chez le patient pour que la prothèse suive cette intention motrice, suive le mouvement qui est demandé par la personne, par l'utilisateur. Au début du reportage, on voit un robot qui est en train d'opérer
Est-ce que cette opération peut se faire comme ça, à distance, à des milliers de kilomètres, ou bien ça, c'est des choses qu'on voit dans des films? Non, c'est déjà arrivé. Alors, est-ce que c'est une routine quotidienne? Honnêtement, je ne le sais pas. Je pense que pour les difficultés inhérentes à ce genre d'opération, ce n'est pas le cas. C'est déjà arrivé, à mon avis, surtout pour montrer qu'on pouvait le faire. Je crois que la plus-value, surtout pour le chirurgien, c'est de pouvoir rentrer dans des endroits du corps humain qui seraient inaccessibles sans l'aide du robot, parce qu'il faudrait ouvrir et ce serait beaucoup plus invasif pour le patient. Mais alors, dans ce cas-là, le chirurgien se trouve plutôt dans la pièce d'à côté, voire même dans la salle opératoire pour téléguider directement le robot. Est-ce que tous ces robots, professeur Marcugnani, il n'y a pas une question en termes de responsabilité? J'imagine qu'un robot commet une erreur. Qui est responsable? L'opérateur qui travaille sur le robot ou bien le concepteur du robot? Comment ça se passe en termes éthiques, cela? Oui, c'est une excellente question parce que... Merci, j'ai déjà deux bonnes questions, excellentes questions aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. Elle met en lumière, votre question met en lumière en fait que dans ces cas-là, dans le cas de la robotique médicale, qui est un cas très particulier, hein, donc il faut quand même bien distinguer les situations. Là, on ne parle pas du tout de la même chose que des robots ménagers ou des automates dans notre quotidien, ou des automates industriels, ou des robots compagnons. Donc tout ça, à chaque fois, ça pose des problèmes éthiques très différents. Et effectivement, un des problèmes éthiques que pose, en l'occurrence, la robotique médicale, mais aussi la robotique, je dirais, chirurgicale, c'est différent naturellement. Là, on a vu des prothèses, sinon ce sont des machines chirurgicales, c'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est le problème de la responsabilité. Bon, c'est pas tellement la responsabilité se pose pas tellement ici en problème éthique, mais plutôt en problème en termes juridiques, je dirais. C'est-à-dire qui est responsable en cas de pépin. Alors, est-ce que c'est le concepteur du robot? Est-ce que c'est l'utilisateur ou l'ingénieur, le designer de celui qui l'a mis sur le marché? Est-ce que celui qui met ces robots sur le marché doit instruire l'usager? Qui est responsable de cette instruction, etc., etc. Vous voyez? Donc, les juristes travaillent beaucoup sur ces questions. Mais ce que ça met en évidence, c'est qu'en fait, dans cette robotique qui est vraiment au service du patient, dans un acte médical, je dirais, classique, c'est-à-dire on se met au service du patient, les problèmes classiques demeurent. Simplement, ils sont complexifiés. Le problème de la responsabilité est complexifié. On distingue, si vous voulez, dans l'éthique médicale, 4 grands principes. La non-malfaisance, ne pas faire du tort. Alors évidemment, c'est plus complexe avec les robots, parce qu'avec un robot, il y a plus d'occasions, en quelque sorte, de faire du tort aux patients par accident. Le principe de la bienfaisance, il faut que ça soit au service du patient. Mais là aussi, il faut bien qu'on expérimente aussi les machines. Donc on fait aussi de l'expérience sur le patient, n'est-ce pas? Donc ça complexifie le tableau. Il y a le principe de l'autonomie et le principe de justice. Bon, chacune de ces questions est complexifiée en fait par la robotique parce qu'il y a l'intervention de ce tiers, qui est le robot, qui est la machine, dans la relation thérapeutique. Il y a donc le robot ménager, comme on l'a vu déjà dans le reportage, avec ses tondeuses, etc., ou ses aspirateurs. Il y a le robot médical, comme on vient de voir, mais il y a aussi les robots qui sont utilisés dans le cadre de la défense et de la sécurité. Est-ce que vous travaillez à Louvain, on travaille sur des questions comme celle-là? Donc les robots militaires, pas du tout, et je vais le dire très honnêtement, ce n'est pas dans la culture européenne. Ceux qui tirent ces projets-là vers l'avant, à partir du moment où on admet que c'est un progrès, ce sont les Américains. Donc ils ont vraiment l'hégémonie du marché au point de vue des robots militaires. Maintenant, nous avons quelques projets liés à la sécurité, puisque par exemple, on travaille aussi sur des projets de robots d'intervention sur des sites post-catastrophe. Fukushima a été un désastre humain pour les Japonais qui ont été touchés par ce désastre, évidemment. Ça a été aussi un désastre pour les roboticiens, en fait, parce qu'ils ont fait face à leurs limites. On s'est imaginé, la société a imaginé, après Fukushima, surtout que ça s'est passé au Japon, que les Japonais allaient pouvoir envoyer des tas de robots, puisqu'ils sont très connus pour faire des robots fantastiques qui fonctionnent très bien, des tas de robots à Fukushima pour intervenir sur le site nucléaire et essayer de circonscrire un maximum les problèmes. Eh bien, pas du tout. On a été très démunis par rapport à ça, et les quelques seules interventions qui ont pu être faites de façon efficace sur Fukushima, ça a été fait par des humains. Donc, il y a vraiment, depuis cette catastrophe, un appel d'air dans la communauté robotique pour dire, mais faites des robots qui marchent, qui fonctionnent, qui sont capables aussi d'intervenir sur des sites extrêmement détériorés, extrêmement peu prévisibles. Et ça, c'est vrai qu'à l'UCL, on collabore à des projets de ce genre-là aussi. On essaie de travailler sur des robots qui ont la capacité de sortir des laboratoires, en particulier pour intervenir sur des sites extrêmement détériorés. Manu Van Lier, vous êtes pris d'amitié pour un petit robot bien sympathique
dans le cadre du troisième reportage. Oui, c'est un autre format de robot, il est nettement plus petit. Au départ, il s'appelle Nao, il est développé par une société qui est basée à Paris. Dans le cadre de ce reportage, il a été renommé Zora parce qu'on lui a trouvé, une firme belge lui a trouvé une autre application que je vous laisse découvrir tout de suite. À Ostende, le service pédiatrique de l'hôpital AZ Damian a adopté depuis un peu plus d'un an un nouveau résident permanent. Zora, c'est son nom, mesure à peine 60 cm, mais c'est un véritable concentré de technologie. Piloté par un infirmier, il rend visite aux enfants malades et fait parler tout son talent pour leur redonner le sourire. Ik ben net 1 jaar geworden. Vind je het leuk om met mij te wandelen? Wij kunnen eigenlijk veel. On peut raconter beaucoup de choses à l'enfant par l'intermédiaire de Zora. En fonction de son âge, l'enfant se montre souvent très réceptif. À travers les yeux du robot, on peut par exemple voir si l'enfant vide son assiette. Nous pouvons interagir via la tablette et lui demander s'il a assez mangé, si c'est bon. Ça impressionne les enfants qui répondent alors « D'accord, je vais vider mon assiette ». Nous avons un enfant sévèrement blessé au visage qui devait bénéficier de soins importants. Ça se passait difficilement, mais avec la présence de Zora, l'enfant a accepté les soins sans problème. Le robot, il est là surtout pour motiver des personnes âgées, mais aussi des jeunes, des enfants, pour motiver à bouger et pour communiquer. La motivation de bouger, à tout âge, c'est important de bouger, de faire des exercices. Et le robot est un super motivateur, il a une bonne bouille et il fait tout ce qu'il faut pour animer les personnes de tout âge. La maison de repos Borebreker à Ostende a été le premier établissement de soins à accueillir Zora. Plusieurs fois par semaine, le robot est utilisé dans le cadre de séances de kiné. Midden. Omhoog. 4. Omlaag. Elle peut faire des animations que nous ne pouvons pas faire. Naturellement, elle est aussi très petite. Pour les gens, c'est comme un petit bébé. Et les gens aiment la prendre aussi dans les bras. Donc, le facteur émotionnel, disons, est plus grand avec elle qu'avec nous. Donc, les exercices sont les mêmes. La seule chose, nous avons les mains libres quand elle fait ça pour assister les gens. À mon avis, c'est un surplus sur notre travail, mais ça ne remplace pas notre travail, disons. Bedankt om de stok terug te nemen. Zora nous fait faire des exercices. Elle chante des chansons et ça nous donne vraiment du rythme. Pour 9 € de location par jour, les centres de soins peuvent bénéficier de cette technologie de pointe. On peut parler aujourd'hui d'un réel succès pour ce produit Made in Belgium. Alors c'est exact que c'est belge, donc on a quand même une petite fierté. Bon, on a déplacé pas mal la centaine maintenant et on voudrait pour la fin de l'année finir à 450 pièces dans des maisons de retraite en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas. On a ouvert la France, la Finlande, la Suisse, l'Allemagne, donc en fait il y a des demandes de partout. Ça a commencé tout simplement par accident ici et depuis lors on est submergé de demandes, donc c'est quand même assez sympa. Professeur Ronse, Marc Hunyadi, on voit ce petit robot n'est pas très loin du divertissement. Dans le travail que vous menez, il y a quand même des questions qui se posent par rapport aux limites de l'utilisation. Si je pense par exemple aux prothèses pour les jambes, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment ces prothèses soient plus performantes que l'humain et que donc des personnes aient peut-être envie de se faire placer des prothèses alors qu'elles vont très bien au départ ? Vous avez tout à fait raison, mais ça, c'est pas du tout un problème de la robotique. En fait, le meilleur exemple, ce sont les prothèses que les athlètes handicapés utilisent pour la course. Et certains d'entre eux sont même plus performants que des athlètes valides. Et donc, on n'a pas du tout en présence de robots. Là. Ce sont des simples lames qui agissent comme un ressort et qui permettent à des personnes de courir plus vite que certains athlètes valides, même surentraînés. Donc il y a un vrai problème éthique, mais qui dépasse complètement le cadre de la robotique, là, qui est de savoir est-ce que la technologie doit pouvoir servir à augmenter l'homme, et si oui, jusque dans quelles limites ? C'est un peu un risque du fantasme de l'immortalité de l'homme.
où petit à petit on va remplacer les pièces l'une après l'autre? Tout à fait, mais là je pense que mon collègue est beaucoup plus compétent que moi pour répondre à la question. Oui. Mais avant d'arriver à cette question de l'immortalité, vous avez réagi pendant le reportage quand on a entendu quelqu'un dire « ce petit robot c'est comme un petit bébé ». Oui, parce que en fait, c'est un vrai problème éthique, c'est-à-dire que, évidemment, si on considère ce robot comme un bébé, c'est qu'il y a une fausse attribution de rôle, avec tous les problèmes que ça peut comporter. Parce que le problème, c'est que ces robots compagnons, on leur confie les gens les plus vulnérables de nos sociétés, à savoir les petits-enfants et les vieillards. Et donc, évidemment, ce sont des gens plus fragiles, plus vulnérables, et donc qui font facilement cette fausse attribution de rôle, et qui donc aussi peuvent être extrêmement déçus et se tromper, etc. Donc, je veux dire, on peut pas. Vous voyez, donc il faut distinguer entre usage un peu ludique, qu'on voit bien, ça peut être très positif à différents niveaux, mais il ne faudrait pas évidemment qu'on substitue ces robots aux infirmières. Or, c'est bien ce à quoi tend tout ça, c'est mon soupçon. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tellement mettre les robots au service des personnes âgées. Réellement, on veut plutôt les mettre au service du marché, je dirais. Et donc, risque de perte d'emploi à nouveau? Oui, ça c'est une question débattue, parce que ça crée en même temps des emplois. D'un point de vue éthique, ce n'est pas mon souci principal, si vous voulez, parce que je pense que les modèles là sont très divergents. Certaines études montrent qu'au contraire, la robotique a fait exploser l'emploi, mais évidemment des emplois qualifiés. Alors ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que, en fait, ça augmente encore la séparation sociale entre les non qualifiés et les qualifiés. Ça crée une vraie fracture sociale. Mais sur le volume total d'emploi, je pense que les modèles sont très différents. Mais la question, c'est est-ce que nous voulons ce monde? Est-ce que nous voulons un monde où, par ailleurs, grâce aux technologies, les vieux vivent de plus en plus vieux, mais où on ne sait plus s'en occuper et on les confie à des robots? Je veux dire, on marche sur la tête. Il y a là quelque chose d'absurde. Vous voyez, et si je puis me permettre encore une remarque générale, le tout premier reportage commençait par la phrase « qu'on le veuille ou non ». Les robots vont envahir. Ben, c'est pas vrai. C'est pas qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est qu'on nous demande pas notre avis et que c'est l'industrie et le commerce qui s'emparent en fait d'un marché et ce marché nous est imposé. Mais c'est pas qu'on le veuille ou non. La pierre tombe verticalement, qu'on le veuille ou non. Mais les robots n'envahissent pas notre monde social, qu'on le veuille ou non. Et par exemple, la décision de remplacer les infirmières par des robots, c'est pas qu'on le veuille ou non. C'est une décision politique à prendre. Et moi, ce serait ça mon cri d'alerte, si vous voulez, c'est que face à ce monde qui effectivement se robotise par les lois du marché, par les lois de la recherche universitaire, etc., et industrielle, mais qu'on le prenne en main. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de ne pas, in fine, n'est-ce pas, vivre dans une société où notre environnement serait complètement robotisé, parce que c'est peut-être pas ça le monde que nous voulons. Alors, dans la minute qui nous reste, est-ce qu'il y a un risque que la robotique va réaliser notre fantasme d'immortalité ? Bon, la question de l'immortalité est une question très importante, difficile d'y répondre en une minute. Pour le dire très vite, moi je pense que c'est un réel fantasme sur lequel il faut véritablement s'interroger. C'est un fantasme qui est aux mains notamment de Google. Il faut le dire, Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef de Google, est un transhumaniste qui vise l'immortalité. Et donc, tout Google vise à nous accoutumer à cette idée d'un homme technologisé qui va vivre de plus en plus longtemps grâce aux nouvelles technologies, etc. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est essentiellement qu'il faut réfléchir. On peut pas écarter ce fantasme, mais il faut réfléchir. Pourquoi voulons-nous, tout d'un coup, nous, notre génération, vivre éternellement et ne plus nous reproduire pourquoi? Donc, quel sens ça a, n'est-ce pas? Donc, le vrai mal ici, c'est pas le rêve d'immortalité, c'est l'absence de réflexion sur ce rêve d'immortalité. C'est-à-dire que c'est Google qui répond à notre place. Mais il faut absolument prendre ces questions en main, je veux dire, socialement, en débattre et décider sur ces questions, parce qu'on va véritablement de l'avenir de l'humanité. Et si nous ne répondons pas, c'est Google qui répondra à cette question. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir fait comprendre les enjeux éthiques et sociétaux liés à la robotique. Pour pouvoir aller un peu plus loin, je rappelle votre livre qui vient d'être publié aux éditions Au bord de l'eau, intitulé « La tyrannie des modes de vie sur le paradoxe moral de notre temps ». Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez le revoir, c'est tout à fait possible en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.